Bonjour à tous, bienvenue à la maison ici chez Scaleway. Je ne sais pas si vous connaissez qui on est et ce qu'on fait. Donc dans le doute, je vais vous présenter rapidement qui on est et ce qu'on fait chez Scaleway. Donc on est un des leaders mondiaux des infrastructures cloud. On est le 9e fournisseur de cloud au monde et le 2e en France. En fait, on est une filiale du groupe Iliad, donc c'est la maison mère de Free. Notre écosystème, il est orienté autour de 3 grandes marques. Scaleway Elements, c'est notre écosystème public cloud, donc on va en parler un petit peu après. Scaleway Data Center, qui lui va se charger de vos infrastructures privées. Donc, typiquement, c'est du conseil pour vos infrastructures sur mesure, c'est du private cloud, ou encore du data center as a service. Donc, typiquement, ça raquer vos machines dans vos data centers, avec de la location de B, de carte de B, le froid qui va avec, et les alimentations électriques. Et enfin, on a IBM Scaleway, qui est la marque historique, qui est très orientée serveur bare metal, en mode cloud maintenant, avec également du stockage, du cold storage, pour faire de l'archivage, et du web hosting. Quelques chiffres du coup, ça fait 20 ans qu'on existe aujourd'hui. On a 4 data centers en France, en région parisienne, et un data center aux Pays-Bas. Et on a des clients partout dans le monde, puisqu'on a des clients dans 150 pays aujourd'hui. Rapidement, un petit historique de Scaleway. Donc, ça a été lancé en 2015. Le but, c'était d'avoir une nouvelle marque à côté de Online pour faire du IaaS, du serveur à la demande, à partir de 2 centimes de l'heure. En 2016, il y a des nouveaux serveurs qui sont sortis, des serveurs bare metal, toujours en mode cloud. Donc on était assez précurseurs sur le bare metal as a service. On a l'ouverture également du data center d'Amsterdam. 2018, c'est une année charnière, puisque Scaleway a voulu se donner les moyens de développer le public cloud et son écosystème cloud. Donc il y a eu une grande campagne de recrutement, notamment l'ouverture de la maison à Lille et de nouveaux postes en fait, qui ont été ouverts. Et puis également, Scaleway, c'est devenu la marque principale qui regroupe maintenant Iliad Data Center et Online, donc sous une marque Scaleway. 2019, c'était la concrétisation de tout ce recrutement, puisqu'on a sorti beaucoup de produits de l'écosystème cloud, du GPU, de Kubernetes, de l'object storage, des bases de données, du registry, du load balancer. Et on continue encore à développer des nouveaux produits, donc vraiment rester à l'écoute. Nos data centers sont maintenant certifiés HDS pour l'hébergement de données de santé. Et on a organisé le Scale Day, qui est un événement qu'on a fait à Paris, sur lequel on a présenté toute notre actualité et fait des présentations techniques toute l'après-midi. Puis une soirée également, vous avez pu voir un peu de vidéo. Scaleway Elements, je vous l'ai dit, c'est l'écosystème cloud de Scaleway. Donc il y a 5 grands pôles. Compute, qui se charge de fournir des infrastructures, des instances virtuelles ou bare metal. Storage, avec de l'object storage et des Network, on travaille sur du VPC actuellement. Si jamais vous avez des feedbacks d'ailleurs sur le VPC, on est preneur pour orienter le produit. IoT, c'est tout ce qui est infrastructure autour des objets connectés et de l'intelligence déportée chez vous. Donc ça va être des brokers MQTT, ce genre de choses. Et enfin, AI c'est des instances GPU dédiées pour permettre d'entraîner vos modèles de machine learning et de faire de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est intégré dans Steering. Steering, c'est notre console. Ça permet de visualiser toutes vos instances et votre consommation de ressources en temps réel et de gérer vos ressources. Enfin, donc, si vous voulez revenir en meet-up ici, parce que vous trouvez ça trop cool, vous pouvez rejoindre nos groupes meet-up à Lille et à Paris, du coup. Aujourd'hui, meet-up Python. Et le 5 décembre, meet-up CNCF autour de Kubernetes. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous êtes l'organisateur par exemple. Et voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon meet-up. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce numéro 15 de Meetup Python. Avec Mathieu, donc on est ravis d'être accueillis par Scaleway. Ça fait 4 ans maintenant qu'on essaie d'organiser des meetups sur l'île, donc on est ravis qu'il y ait toujours autant de succès. Ces Meetup Python, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des thématiques qui vous intéressent. Et donc on profite de ce Meetup numéro 15 pour lancer un appel. Nous étions là jusqu'à la dernière 3 organisateurs, et il y en a un qui nous a quitté, il est parti à Poitiers. On essaye de monter un meet-up Python. Si vous connaissez des gens sur Poitiers qui font du Python, n'hésitez pas à revenir vers nous, on les mettra en relation. Et donc, on est à la recherche d'un 3e organisateur pour pouvoir continuer et poursuivre, je dirais, de manière assez régulière les meet-ups. C'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis maintenant 4-5 mois, je crois. Donc voilà, aujourd'hui c'est un meet-up orienté DevOps et sysadmin. Et donc on aura 2 présentations, une de Rémi qui travaille chez notre sponsor ce soir, et une autre de Anthony qui travaille chez
chez Anki. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Rémi. Ensuite, on enchaînera sur Anthony, et après, derrière, on va écouter je crois que le sponsor nous a prévenu. Voilà. Dans la cuisine, c'est ça? Oui. Dans la cuisine, voilà. On dira où c'est après. Bon, bah, bon, toi, et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Leal, je travaille en tant que Cloud Developer Associate ici à Scaleway et ce soir j'aimerais vous présenter un petit peu Ansible. Alors avant de commencer cette présentation, j'aimerais en savoir peut-être un peu plus sur vous. Parmi vous, combien de personnes ont déjà utilisé Ansible? Une bonne partie de la salle. Qui a déjà contribué à Ansible? Un peu moins de gens. Qui n'a pas du tout d'expérience sur ce qu'est Ansible et qu'est-ce que c'est? D'accord, une bonne moitié de la salle. Alors, je vais essayer de faire une présentation assez généraliste, mais je vais l'entrecouper de quelques, on va dire, expériences que j'ai eues vis-à-vis de la contribution vers Ansible. J'ai contribué plusieurs modules avec Antoine également à Ansible, et j'aimerais vous en parler ce soir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, voilà. Alors, le plan de ce soir, je vais d'abord introduire assez généralement en fait ce qu'est Ansible, comment ça fonctionne, l'architecture que ça a, et ensuite j'irai détailler en fait les différents volets d'Ansible et de comment ça fonctionne et pour que vous ayez une bonne vue en fait du fonctionnement de ce logiciel-là. Alors, tout d'abord en introduction. Alors Ansible c'est un système qui est relativement vieux, ça a démarré en 2012, ça a été démarré par une seule personne et vu l'activité que ça a eu, en fait, ça a été acquis pour environ $1 million par Red Hat en 2015. Ce n'était pas le premier outil qui visait à faire ce que ça fait. C'est-à-dire qu'avant que Ansible arrive, il y avait d'autres produits qui existaient et qui s'occupaient de résoudre le même problème que Ansible, à savoir Chef, et Puppet, CF Engine, pour les plus connus. Alors, quel est le but de Ansible? Quel est le problème que ça résout? Le problème que Ansible résout, c'est un problème d'administration et d'automatisation de tâches à l'échelle. Quand vous avez un serveur et que vous voulez installer un paquet dessus ou déployer une configuration, vous pouvez le faire à la main. Ce n'est pas très compliqué et vous pouvez le faire assez efficacement et développer vos propres scripts pour ça. Ce qui se passe, c'est que quand vous en avez 10, quand vous en avez 100, quand vous en avez 1000, quand la complexité de votre infrastructure grandit, ça devient de plus en plus difficile de gérer manuellement l'intégralité de votre flotte de serveurs, l'intégralité de votre infrastructure. Et c'est là que des outils d'automatisation, tels que Ansible, peuvent rentrer. Ces outils, en fait, vous permettent en fait, d'avoir une sémantique autour de votre infrastructure qui vous permet de les automatiser beaucoup plus efficacement que si vous le faisiez à la main. En particulier, ça a d'autres avantages que je vais exposer tout de suite. Le premier avantage, et à mon avis l'un des plus significatifs, c'est que ça applique à votre infrastructure les mêmes paradigmes qu'à votre code. Si vous avez déjà développé du code, vous êtes probablement familier avec Git, avec les tests et le fait de déployer certaines versions, d'avoir des pull requests et des revues. Ces principes-là, vous pouvez les appliquer au monde de l'infrastructure grâce à Ansible et grâce à l'infrastructure as code. Donc, quel est le bénéfice que ça vous permet? Ça vous permet en fait de déployer des modifications beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez à la main. Un autre intérêt significatif, c'est le concept d'idempotence. Alors, idempotence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous appliquez la même opération plusieurs fois, vous convergez vers le même résultat. Un exemple, c'est un interrupteur. Un interrupteur de lumière, s'il est en position éteint et que vous essayez de l'éteindre, ça reste éteint. S'il est en on, ça reste allumé quand vous essayez de le faire plusieurs fois. Dans Ansible, c'est la même chose. Imaginez que vous voulez installer un paquet et que vous relancez un programme pour le faire une deuxième fois, l'état ne changera pas. Donc c'est ça le concept d'idempotence. Ça vous permet d'avoir des changements qui sont déterministes. Vous pouvez en permanence savoir ce qu'un changement va occasionner sur votre stade. Enfin, ça permet d'avoir les mêmes concepts qui sont appliqués au code, c'est-à-dire des pipelines de production, des pipelines de test, du changement continu et du versionning. Alors, ce qui est bien important à comprendre pour les outils tels que Ansible, pour les outils tels que Salt et pour d'autres outils beaucoup plus éloignés comme Kubernetes, c'est la différence entre déclaratif versus impératif. Impératif, vous pouvez voir ça comme du C et dans une certaine mesure comme du Python. Vous allez effectuer des instructions les unes à la suite des autres qui vont changer un état. C'est ça, c'est de l'impératif. Déclaratif, vous pouvez plus le voir comme du SQL par exemple.
Un SQL, vous allez déclarer ce que vous voulez, vous ne vous occupez pas de comment ça va être fait et vous allez obtenir un résultat qui correspond à la demande que vous avez eue. Ben, c'est exactement la même chose vis-à-vis de Ansible. Dans Ansible, vous n'allez pas dire « installe ce paquet », vous allez dire « fais en sorte que ce paquet soit installé ». Dans Kubernetes, de la même manière, vous allez dire « fais en sorte que ce code soit déployé ». Dans Salt, vous allez faire en sorte « fais en sorte que cet état soit vérifié ». Et donc, c'est ça la différence de fond qui est entre le déclaratif versus impératif. Impératif, ça va être des scripts shell. Déclaratif, ça va être une sémantique autour de votre infrastructure qui va avoir un sens précis et qui va vous aider à comprendre beaucoup plus efficacement ce que vous faites. Donc, c'est notamment le what versus le how. How, vous allez définir chacune des étapes. What, vous allez définir ce que vous voulez et c'est le moteur qui est en dessous qui va se charger de le définir. Donc, comment ça le fait? Ça le fait avec une culture qui est orientée autour du DevOps et surtout avec des outils d'automatisation. Il y a essentiellement deux manières de faire aujourd'hui de l'automatisation. Il y en a une qui est orientée avec un agent. Un agent, c'est un logiciel que vous allez installer sur l'intégralité de votre parc et qui va vous servir d'intermédiaire pour parler à cette machine. Typiquement, dans Salt, c'est ce que vous allez avoir. Dans Chef et Puppet, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un agent, un logiciel qui tourne, et après vous avez un autre logiciel central qui va faire en sorte que l'agent et ce logiciel central vont communiquer entre eux pour déterminer en fait les actions qui sont faites. Ansible est agentless. Agentless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ansible ne suppose pas que vous avez un logiciel particulier installé sur votre machine autre que Python. Donc ça veut dire en particulier qu'il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit et Ansible peut se charger en fait d'installer toutes les dépendances pour vous. Et c'est un autre concept de fond qu'il y a à comprendre entre Ansible et Salt, c'est que Ansible va beaucoup plus fonctionner en termes de push, c'est-à-dire que c'est la personne qui lance l'action de Ansible qui va pousser en fait des changements vers votre infrastructure, tandis que pull, c'est un logiciel qui tire des nouvelles dépendances depuis un serveur de référence. Push, pull. Donc, quelle est l'architecture de Ansible? Comment concrètement ça fonctionne? Ça, c'est la slide la plus importante si jamais vous êtes débutant sur Ansible. C'est celle qui va expliquer fondamentalement comment ça fonctionne. Ici, vous avez une personne qui va démarrer une action Ansible. Il l'appelle avec Ansible, il lui donne un inventaire, un module, des arguments. Qu'est-ce qui va se passer? Ansible, en fait, va comprendre cette ligne de commande et va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'il va définir ce qu'on appelle un inventaire. Un inventaire, c'est une liste de machines, une liste de cibles sur lesquelles on va pouvoir effectuer des actions avec Ansible. La seconde, c'est qu'il va démarrer des modules, il va préparer des bundles de modules qu'il va après envoyer sur ces cibles. Fondamentalement, Ansible, le but d'Ansible, ça va être de déployer un script sur une cible distante et l'exécuter. Pour cela, il ouvre une connexion SSH, il copie le bundle qui est ici sur ces cibles, et ensuite, une fois que ces scripts, ces bundles ont fini d'être exécutés, ils vont renvoyer un JSON. Fondamentalement, Ansible ne suppose pas que vous ayez du Python. Ça pourrait être du Go, ça pourrait être du Bash, ça pourrait être n'importe quel langage de programmation. Il se trouve que Ansible est codé en Python et que l'écrasante majorité des modules Ansible que vous allez trouver sont codés en Python. Donc c'est pour ça que ça a ce mode de fonctionnement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ansible, en fait, l'une des raisons du succès d'Ansible, ça a été d'avoir une communauté qui était très très forte et d'avoir notamment une grande variété de modules. Vous avez des modules pour à peu près tout. Vous avez des modules pour les gestionnaires de paquets, pour effectuer des opérations sur votre système de fichiers. Vous avez des modules pour gérer des équipements réseau. Vous avez des modules pour à peu près tout. L'intégralité de ces modules sont codés en Python. Enfin, ceux qui sont en upstream en tout cas. Notamment, une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Ansible va essayer de maintenir une connexion en SSH chiffrée vers vos cibles. Donc ça veut dire en particulier qu'il faut que vous ayez la possibilité de vous connecter en SSH là-dessus. Et enfin, un autre aspect qui est important, c'est qu'une fois qu'une action a été effectuée, vous avez la possibilité de récupérer le résultat d'une opération pour changer vos scripts. Par exemple, imaginons que vous allez essayer de trouver une IP. Par exemple, cette IP, elle est dynamique, elle peut changer au cours du temps. Quand vous allez exécuter un module, le module va renvoyer un JSON en sortie et vous pouvez piper ce JSON-là dans d'autres modules qui vont effectuer d'autres actions, qui vous permettent d'avoir une très grande variété d'actions et une très grande finesse de traitement de l'information. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Alors, ça c'est une distribution
classique, on va dire, d'une organisation de Ansible. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand on utilise du Ansible, quand on ne va pas gérer des modules Python soi-même, l'essentiel de ce qu'on va écrire, ça va être des fichiers YAML. Ces fichiers YAML, c'est le XML du 21e siècle, grosso modo. Vous allez définir différentes listes, différents arguments. Le premier, c'est votre inventaire. L'inventaire, ça va être la liste de toutes les machines que vous essayez de viser. Donc cet inventaire, il peut être soit statique, et j'y reviendrai après, soit il peut être dynamique. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes dans un environnement cloud, vous avez la possibilité d'exécuter du code pour récupérer l'intégralité de votre inventaire. Ce qui fait que si vous avez une infrastructure qui est très dynamique, avec des machines qui s'en vont et qui vont, qui viennent, vous pouvez les gérer de manière dynamique. Vous avez aussi des variables, des modules que vous avez vous-même, des playbooks et des rôles. Alors, la différence qu'il y a entre un playbook et un rôle. Un rôle, c'est une succession de tâches. Donc, c'est un ensemble de tâches qui vont effectuer un job donné. Par exemple, installer un serveur web. Par exemple, déployer votre prod. Par exemple, installer un nouvel utilisateur. Un playbook, c'est l'application d'un rôle ou d'un ensemble de rôles sur une série de cibles. Donc, playbook, c'est les cibles plus les rôles. Un rôle, c'est un ensemble de tâches. C'est du vocabulaire qui est assez important et qui revient assez régulièrement. C'est pour ça que j'insiste dessus, pour que ça reste vraiment. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez essentiellement du YAML dans une arborescence de fichiers et c'est des fichiers qui peuvent se lire assez facilement, aussi bien sur GitHub que sur votre machine à vous. Vous pouvez les versionner. C'est fortement conseillé d'utiliser Git après pour les versionner et pour les partager. En termes de configuration, c'est un logiciel comme un autre. Donc vous avez des configurations qui sont par défaut et des configurations que vous pouvez modifier. Donc vous pouvez les modifier avec des variables d'environnement ou avec des choses qui vivent dans votre répertoire principal. Vous pouvez passer également des lignes de commande depuis votre shell. Et fondamentalement, vous pouvez avoir de l'introspection sur l'ensemble des configurations qui sont en cours. Donc, ça veut dire que vous pouvez voir en permanence l'intégralité des variables que Ansible présuppose avant d'effectuer une action, ce qui est notamment très pratique pour débugger. Les notions d'inventaire. Alors, l'inventaire, c'est vraiment un truc qui est vraiment central dans Ansible parce que sans inventaire, vous n'avez pas de destination. C'est-à-dire qu'Ansible ne sait pas où viser. Donc, les inventaires, ils peuvent être soit statiques, si vous avez des machines qui bougent peu, si vous avez des machines physiques, statiques, avec une IP que vous connaissez, soit ça peut être des plugins. Et des plugins vont vous permettre de vous connecter à une infrastructure distante. Par exemple, dans le cas de Scaleway, imaginons que vous êtes convaincu au vu de nos logos et que vous voulez déplacer votre infrastructure chez nous. Vous avez un plugin qui est disponible nativement dans Ansible qui vous permet, en mettant votre token d'accès au service de Scaleway, de récupérer l'intégralité de vos ressources et de pouvoir après les injecter dans votre playbook pour effectuer des actions dynamiquement. Ça, c'est disponible pour Scaleway et pour la plupart des hébergeurs également. Vous pouvez également avoir des solutions qui sont agnostiques d'un vendeur avec des solutions qui sont installées localement. Donc, les notions d'inventaire aussi se font assez facilement. Vous allez récupérer essentiellement des IP et des noms d'utilisateurs distincts. Alors, pour le coup, ça, je peux en parler parce que j'ai contribué en fait le plugin d'inventaire dynamique à Ansible. Pour vous en parler un petit peu, fondamentalement, c'est un bout de Python qui va s'exécuter et qui va renvoyer un JSON. Et ce plugin est assez représentatif de ce que vous pouvez trouver dans Ansible. Fondamentalement, si vous pouvez retenir quelque chose de cette présentation, c'est que Ansible, c'est une énorme collection de scripts Python qui renvoient du JSON en fonction d'un contexte dynamique. Si vous ne retenez qu'à ce truc, retenez ça. Donc, ça peut envoyer aussi bien un inventaire que le résultat d'une exécution. Mais fondamentalement, le but, c'est de renvoyer un JSON. Vous pouvez également utiliser un inventaire pour injecter des variables spécifiques. Par exemple, si vous avez des machines qui sont taguées comme web server, vous pouvez changer quelques variables dans votre playbook de telle sorte que ça soit injecté. Donc, vous pouvez avoir une très grande finesse de précision au niveau de votre infrastructure et on va dire un niveau sémantique très élevé quand vous avez des variables qui sont précises dans un contexte donné.
En particulier, vous avez également une palanquée de modules en cible qui vous permettent de récupérer des faits concernant une cible distante. C'est-à-dire que si vous ne savez pas l'état dans lequel se trouve une machine, vous avez la possibilité d'exécuter un module de faits pour ramener un maximum d'informations sur cette cible distante et altérer votre playbook en conséquence. Au sujet de l'écosystème. Alors, un aspect qui est assez fondamental aussi avec Ansible, c'est que vous avez un écosystème qui est très vif. Le Ansible est distribué en open source, et en plus d'être distribué en open source, vous avez également tout un univers, tout un écosystème en fait de rôles prépackagés pour vous. Typiquement, si vous voulez installer un web server, il est très peu vraisemblable qu'il n'en existe pas un dans Ansible Galaxy qui réponde à vos besoins. Qu'est-ce que c'est Ansible Galaxy? Ce sont des contributeurs Ansible, comme vous, qui ont préparé en fait une série de rôles qu'ils ont trouvé utiles et qui les ont envoyés vers Ansible Galaxy pour les partager. Donc typiquement, vous pouvez récupérer depuis cette forge des rôles pour faire tout un tas d'actions qui sont très courantes. Par exemple, installer un Elasticsearch, installer un serveur, installer une certaine version de Python, installer une certaine version d'un package, etc., etc. Donc ça va dans le sens d'avoir un système qui est beaucoup plus distribué. Pour le coup, ça devient de plus en plus important et je vais faire le lien en fait avec Ansible tel que c'était avant. Ansible, c'est un projet qui a beaucoup marché et qui a été un peu victime de son succès, notamment sur l'aspect open source. Aujourd'hui, si vous ouvrez le repo GitHub de Ansible, vous allez trouver 1600 pull requests en attente. 1600 pull requests en attente, c'est beaucoup, et c'est notamment beaucoup quand on a assez de doigts sur nos deux mains pour compter le nombre de corps contributeurs. Donc il y a un problème de scale qui est assez évident. Le problème de scale, il vient du modèle de Ansible tel qu'il était jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel en fait, vous allez tout faire converger vers un seul repo central, donc Ansible/Ansible sur GitHub. Et le souci avec ça, c'est que vous êtes obligé d'avoir toute une série de bots et on va dire, d'ingénierie open source, mais vraiment typiquement dédié à l'open source pour gérer vos contributeurs, les accueillir, faire du test de CI et tout un tas de tâches en fait qui sont propres au développement open source. Red Hat s'est fait racheter par IBM et je pense qu'il y a eu des changements politiques à l'intérieur de Ansible. Je ne travaille pas pour eux, mais je suppose que c'est le cas. Et ils ont annoncé un virage vers ce qu'ils appellent les collections. Si vous allez aujourd'hui sur le blog d'Ansible, ils vont vous parler de collections. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collection? En fait, c'est l'ensemble des modules Python dont je vous ai parlé avant, donc c'est-à-dire des modules pour effectuer des tâches, des modules pour trouver des inventaires et des rôles. En gros, le positionnement actuel, c'est de dire on va essayer autant que faire se peut de faire en sorte que ça soit les vendeurs externes qui gèrent leurs modules eux-mêmes et plus nous. De telle sorte que aujourd'hui, si vous voulez avoir la dernière version pour votre vendeur, par exemple Scaleway, vous n'êtes plus obligé d'attendre la prochaine version de Ansible. Vous pouvez garder la même version d'Ansible et d'avoir vos packages qui évoluent avec le Ansible Galaxy. Ansible Galaxy qui donnera l'intégralité de la gestion et d'administration des collections aux différents vendeurs, par exemple Scaleway, ce qui nous permettra de mettre des mises à jour à disposition de nos utilisateurs beaucoup plus vite. Donc c'est un changement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans beaucoup de projets open source, ce genre de changement et ce genre d'orientation, c'est assez critique et c'est assez sensible pour une communauté. Donc je vous invite vraiment à garder de l'attention là-dessus, notamment si les domaines du DevOps avec Python vous intéressent. Il va y avoir beaucoup de changements avec ça. Un autre projet open source qui est connexe à Ansible, c'est AWX. Alors AWX, c'est un logiciel qui est la version upstream de Tower. Tower, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la machine à générer de l'argent de Ansible, historiquement. C'est-à-dire que c'est un logiciel, c'est une interface graphique qui est utilisée en fait pour déployer du code Ansible avec une équipe derrière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer l'intégralité de vos équipes à l'intérieur de cet outil-là, pouvoir déterminer qui peut exécuter des playbooks, qui ne le peut pas, et vous allez pouvoir avoir des retours sur vos différents playbooks. Donc ça, c'est AWX, c'est la version, on va dire, gratuite et non supportée de Tower. Ce logiciel-là, nous, on l'utilise en interne à Scaleway.
web. Et si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aller demander à certains de nos collaborateurs ici qui se feront un plaisir de vous témoigner tout l'amour qu'ils ont pour ce logiciel. Un autre logiciel connexe, c'est Ansible Vault. Quand vous entendez le mot Vault, c'est fondamentalement stocker des secrets de manière sécurisée. Donc, il y a des logiciels comme Vault de HashiCorp qui permettent de stocker des secrets de cette manière-là. Ansible Vault, c'est la variante de Ansible pour stocker des variables comme des secrets. Par exemple des tokens, par exemple des mots de passe et des credentials pour vous connecter à certains systèmes. Ça peut paraître compliqué, tout ça. Il y a un ticket, on va dire, d'apprentissage à avoir au début, mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment assez naturel de penser comme ça. Et notamment, beaucoup d'autres outils ont une manière de fonctionner qui est relativement similaire à celle-ci. Cependant, vous pouvez découvrir Ansible à votre rythme, et notamment avec des commandes ad hoc. Des commandes ad hoc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous allez écrire un inventaire d'une ligne, c'est la cible que vous visez, et vous pouvez exécuter des modules directement. Donc là, par exemple, je vais exécuter la commande unem-a sur une cible distante. Mais je pourrais l'exécuter sur 10, 20 cibles distantes, et ça serait juste 20 lignes à rajouter dans l'inventaire qui correspondraient aux 20 cibles que vous essayez d'avoir. Vous avez de la documentation qui est fournie nativement, donc un peu comme PyDoc. Quand vous utilisez PyDoc pour avoir de la documentation sur des modules Python, vous avez des systèmes qui sont similaires dans Ansible et qui vous permettent d'avoir de la documentation rapidement là-dessus. Et notamment, au moment où vous préparez un module, enfin, je parle d'expérience là-dessus, au moment où vous préparez un module pour le faire merger dans Ansible, les relecteurs sont sensibles à plusieurs choses: la documentation, les tests, et en dernier lieu, votre code. Mais s'il n'y a pas de test et s'il n'y a pas de documentation, votre code a très peu de chances de passer. Et encore moins avec 1600 pull requests en attente. En termes d'opération, c'est relativement simple si jamais il y a des administrateurs système dans la salle, c'est-à-dire qu'ils veulent comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait d'utiliser Ansible sur les machines. Ça veut juste dire d'avoir une connexion SSH vers la cible distante, ça c'est a priori acquis. D'avoir un runtime Python à distance qui correspond en fait au module que vous voulez exécuter. Ansible est pas magique, c'est-à-dire que dans le sens où si vous voulez effectuer des opérations sur des logiciels spécifiques, par exemple une base de données, il faut que les dépendances Python requises soient installées sur la cible. Typiquement, si vous avez un serveur avec un MySQL par exemple, vous voulez effectuer une opération sur un serveur avec un MySQL. Python nativement ne parle pas le MySQL. Il faut que la bibliothèque MySQL pour Python soit installée sur votre autre préalable pour que le script s'exécute correctement. Donc, si vous avez certaines opérations à effectuer, prenez garde à la liste des dépendances. Vérifiez bien que les dépendances dont vous avez besoin sont préalablement installées sur la cible distante. Ou bien, faites en sorte de packager également le bundle, avec le bundle, vos dépendances. Je vous invite à vous méfier, notamment si vous avez des bases de données. Quand vous avez des bibliothèques avec des bases de données, très souvent, vous avez une phase de compilation pour que ça aille un peu plus vite. Vous avez une partie Python, mais vous avez une partie en C qui est codée. Ça va être assez difficile de la faire transiter dans un bundle. Donc, je vous invite vraiment à avoir sur vos machines distantes l'intégralité de vos dépendances. Ça sera beaucoup plus facile à opérer. Enfin, vous pouvez également, quand vous êtes connecté sur la cible distante, faire ce qu'on appelle une élévation de privilège. Donc, si vous êtes juste connecté en tant qu'utilisateur simple et que vous souhaitez installer un paquet, très vraisemblablement, vous allez avoir besoin des privilèges d'administrateur. Donc, soyez sûr de les avoir. Ansible n'est pas magique. Si vous n'avez pas les droits pour effectuer certaines actions, vos scripts Python vont cesser de s'exécuter et vont envoyer une erreur unauthorized. Vous pouvez également récupérer ces faits si vous y avez accès. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de récupérer une information ou un fait sans avoir certains privilèges, vous ne pourrez pas le faire non plus. Ansible, encore une fois, imaginez que c'est simplement un script de Python qui va s'exécuter à distance pour vous renvoyer un JSON qui va après être interprété pour modifier un comportement. C'est fondamentalement ça. J'arrive au bout de cette présentation. En termes de conclusion, je dirais que Ansible est plutôt un bon outil qui a une bonne communauté, qui est assez actif, sur lequel vous allez trouver des livres, des supports vidéo, des conférences, et il y a
Red Hat avant, IBM maintenant qui est derrière. Donc, est-ce que le projet est maintenu? Oui. Est-ce qu'il est promis un bel avenir? Oui. Est-ce que si vous, en tant que contributeur, vous souhaitez démarrer avec ça, je vous conseille de démarrer d'abord avec un plugin isolé de votre côté et après, éventuellement, de voir à le merger. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour aider. Merci beaucoup. Dans ton premier slide, tu as dit que la connexion vers la target était persistante. Elle peut l'être. Ah, elle peut être, parce que sinon, quel est l'intérêt après l'exécution du playbook d'avoir une connexion SSH? Ah non, oui, précision. Quand la connexion est persistante, elle est persistante pendant le temps d'exécution du playbook. Il est bien évident qu'une fois que le playbook est conclu, il n'y a pas d'intérêt véritable à maintenir la connexion SSH via sa licence. Par contre, si vous avez une tâche, imaginons que vous avez un playbook qui est composé d'une soixantaine de tâches, il ne va pas ouvrir 60 connexions SSH et les éteindre à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va ouvrir une connexion SSH préalablement vers une cible distante, effectuer l'intégralité du playbook ou renvoyer une erreur si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Et une fois que le playbook est conclu ou c'est terminé en erreur, là la connexion est rompue. Mais elle peut même être coupée. Oui. Du coup, actuellement, pour le module Scaleway que tu as créé, pour les modules Scaleway. Tu as dû le pousser sur le repo de Git, enfin le repo de Git de Ansible, oui. Et ensuite que eux le valident. Oui. Mais c'est pour l'intégrer sur Ansible Galaxy et non pas. Alors non, là c'est pour l'intégrer sur le Ansible natif. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger Ansible, il va y avoir une partie de mon code qui va être chez vous. Pour que ça soit nativement intégré. Tout l'intérêt, alors bien évidemment j'aurais pu développer mes propres plugins et les mettre sur un repo GitHub quelconque. L'intérêt d'avoir un développement open source, c'est que ça en profite au plus grand nombre. Et donc envoyer en upstream permet d'avoir plusieurs choses. Ça permet d'avoir des revues de qualité quand ils sont disponibles. Ça permet d'avoir du coup, le code qui est nativement disponible sur n'importe quel Ansible. Donc si vous installez le Ansible dernière version, il y a Scaleway qui est disponible dessus. Que ça soit supporté sur le site web de Ansible. Donc, quand vous allez taper documentation Ansible, vous n'allez pas tomber sur un site random, vous allez tomber sur le site officiel avec la documentation officielle et native dessus. Par contre, ce qui est précisé tout en bas du module, c'est que c'est Community Maintain. Community Maintain, c'est le mot poli pour dire dans l'ensemble, ils ont été gentils, le code n'a l'air pas trop dégueu, on l'a mergé, mais dans l'ensemble, Ansible ne répond absolument rien sur ce code. À l'inverse des modules core, dans lequel Ansible s'engage à ne pas les casser d'une version à l'autre, dans lequel on s'engage à maintenir une certaine correction d'erreurs, notamment en termes de sécurité, et sur lequel on va être un peu plus regardant quand on veut le modifier. Community, c'est vraiment le niveau de base. Mais dans la mesure où Ansible ne répond pas des changements des vendeurs, ils ne vont jamais mettre Scaleway encore, pas plus qu'ils mettront AWS, GCP ou n'importe quel autre provider. Par contre, ce qu'ils vont mettre encore, c'est des gestions de systèmes de fichiers, d'installation de paquets sur Debian ou Ubuntu. Ça va être beaucoup plus dans du core et beaucoup plus stable. Et pourquoi ils s'embêtent alors à l'intégrer directement dans le code plutôt que le mettre sur Ansible Galaxy justement? Ansible Galaxy est venu après la création de Ansible. C'est-à-dire qu'au commencement, Ansible Galaxy était simplement, on va dire, un repo dans lequel on pouvait partager du code et des fichiers YAML, mais guère plus. C'était essentiellement un repo qui était là, disponible. Mais il n'y avait pas vraiment d'orientation stratégique vers ça. C'était simplement un endroit dans lequel on pouvait pousser. Et quand ils ont vu que c'était un peu populaire, notamment pour faire des choses, on va dire, à valeur ajoutée, genre installer un Nginx, faire une montée de version d'un Nginx, installer un Elasticsearch, ce qui peut être compliqué. Notamment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en administration système, vous avez, et notamment dans Ansible, vous avez un support pour un damier de situation. Vous pouvez très bien créer vos propres modules qui vont viser une architecture donnée, une distribution donnée. Par exemple, vous voulez installer un Elasticsearch sur une Ubuntu 18.04. Vous allez pouvoir avoir un playbook qui correspond à ça. Maintenant, imaginez que vous avez un copain à côté qui veut l'installer sur une Fedora, un autre sur un CentOS, un autre, il aimerait bien aussi que ça soit sur 16.04. Puis vous avez des collègues divers et variés qui vont à chaque fois varier le damier des configurations possibles. Vous avez une explosion combinatoire de l'ensemble des choses qui sont à tester. Et c'est là que Ansible Galaxy ait des rôles un peu plus qualitatifs
est rentré en ligne de compte. Quand Ansible s'est aperçu en fait qu'il ne pouvait pas gérer un tel volume de contributions open source, quand ils se sont aperçus que, en gros, ils avaient deux choix, soit engager des gens et les augmenter, soit essayer en sorte que ce soit la communauté qui se démerde. Deuxième option. Donc c'est là que Ansible Galaxy est apparu comme beaucoup plus stratégique et ils ont commencé à investir beaucoup plus de choses dessus, notamment les collections qui sont récemment sorties. Et c'est des outils blancs qui sont utilisables dans Galaxy ou c'est le avoir et à manger comme dans tout un tas d'autres registries gérés par la communauté? Alors, je sais que c'est pas mon genre de lancer dans une polémique, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, mécaniquement, tu vas avoir de tout. Mais, parce que n'importe qui peut pousser. Moi, je peux pousser un rôle demain, Remedion / Elasticsearch, c'est parti, je peux en pousser un. Donc, est-ce que tout le monde peut rentrer? Oui. Est-ce que la barrière d'entrée est nulle? Oui. Par contre, est-ce que la popularité d'un playbook est garantie? La réponse est non. Il est bien évident que si tu vas chercher, imaginons que toi tu veux installer un Nginx par exemple. Tu tapes Ansible Galaxy Nginx. À choisir entre celui qui a une étoile et l'autre qui en a 65 000, je pense que ton instinct va aller naturellement vers celui qui a 65 000 étoiles. Et donc vous avez un phénomène, on va dire, d'agrégation dans lequel vous allez avoir très peu de rôles qui vont être massivement plébiscités par la communauté et une longue queue avec plein de rôles qui existent. Vous avez le droit de les pousser, mais s'ils ne sont pas significativement meilleurs que les plus populaires, ils ont peu de chances de remonter dans le classement. Donc Ansible ne peut pas garantir la qualité de ce que vous allez avoir, et encore une fois, c'est de l'open source, donc voilà, mais au moins vous avez la garantie que c'est un minimum populaire et que sur 60 000 téléchargements, il y en a probablement un, si jamais il a vu que c'était du code qui était trivialement pourri, il l'a relevé. J'ai pas de meilleure réponse que ça. Ok. Oui. Il peut se connecter avec autre chose que du SSH. Il peut se connecter avec autre chose que du SSH, il peut avoir plusieurs librairies autres que du SSH, mais c'est surtout pensé pour se connecter avec du SSH. Un cas qui peut être différent et qui est pour le coup un des gros avantages de Ansible par rapport à d'autres logiciels, je pense notamment à SoulStack, c'est qu'il y a énormément de plugins réseau. Si vous voulez gérer du routeur Cisco, du routeur Juniper, vous avez une palanquée de modules Ansible qui sont prêts et nativement supportés. Et eux utilisent du SSH au mieux et ils ont des fallbacks qui dépendent, on va dire, de votre logiciel. Fondamentalement, ce que vous avez à retenir, c'est que Ansible est extrêmement modulaire. Donc, vous avez le moyen de remplacer un module par un autre. Cependant, ce qu'il faut bien garder aussi à l'esprit, c'est que c'est fondamentalement des scripts Python. Donc, si vous n'avez pas de bibliothèque Python qui permet de parler le protocole de communication, c'est un showstopper, ça ne passera pas. Par contre, si vous avez une bibliothèque, là on peut commencer à discuter. Par exemple, dans le cas de Ansible, la bibliothèque SSH qui est utilisée en tout s'appelle Paramico. C'est Paramico qui est utilisé pour parler SSH depuis un runtime Python. En fait, ma question cachée, c'est est-ce qu'on peut utiliser Ansible pour provisionner du Windows? Oui, tu as des modules qui permettent de configurer un Windows et de le configurer. Voilà. Okay. Alors, je ne te cache pas que ce n'est pas les modules les plus populaires parce que, encore que, il y a beaucoup d'administrateurs système qui travaillent sur du Windows et qui sont forcés un peu de travailler avec ces modules-là. Donc, c'est supporté dans une certaine mesure. Maintenant, bien les petites lignes. Ansible a été conçu pour majoritairement gérer du serveur Linux avec un Python dessus. Mais Windows est supporté. Oui. Le système de pool d'Ansible utilisé. De mémoire, il me semble que tu peux avoir un pool, mais c'est vraiment pas la manière, on va dire, native et mise en avant. Je pense que tu as un moyen, de la même manière que dans Salt, tu as un moyen d'avoir du push également si tu le souhaites. Mais l'écrasante majorité des exemples et des paradigmes qui sont poussés avec Ansible, c'est essentiellement avec du push. C'est-à-dire, depuis l'ordinateur qui va exécuter le plugin Ansible, c'est cet ordinateur-là qui va préparer le script Python, le packager, l'envoyer vers une cible distante et l'exécuter. Ouais. La roadmap pour Ansible, donc le nouvel Ansible qui sera partagé, il y a à peu près des dates,
C'est actif aujourd'hui, donc il y a une bêta qui est disponible aujourd'hui, vous pouvez commencer à aller le voir. Notamment, il y a des articles de blog qui sont sortis, donc vous pouvez aller voir en fait les tenants et aboutissants, et on va dire leur vision pour cette roadmap-là. Alors après, j'essaie de rester poli. Disons que par le passé, Ansible a sorti d'autres logiciels, je pense notamment à Ansible Container, qui ont reçu un accueil frais par la communauté et qui n'ont pas démontré, on va dire, une très grande adoption de la part de la communauté. Donc, je reste prudent. Cependant, pour les collections, ça me paraît beaucoup plus fiable puisque Ansible Galaxy a déjà beaucoup plus de succès que ne l'avait Ansible Container. Donc, a priori, je suis plutôt confiant sur l'aspect des collections. Sur les autres volets de Ansible, il n'y a rien dans la roadmap qui m'est paru aussi significatif que les collections, qui changent profondément l'orientation du projet et comment il se structure. Un changement majeur, on va avoir des breaks d'API. Il n'y a pas de changement significatif, il n'y a pas de changement d'API, il n'y a pas de changement de break, c'est essentiellement avec Ansible Galaxy. C'est essentiellement autour de packaging, c'est-à-dire que le cœur de Ansible ne change pas. C'est plutôt une orientation politique de gestion de projet open source qui va permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus distribué. Donc c'est essentiellement du packaging autour de Ansible Galaxy, mais étant donné que les formats d'échange vont être un fichier zip avec les dossiers qui sont bien nommés, dans l'ensemble, le format risque d'être relativement stable et peu susceptible d'instaurer des bugs. Si je devais parler dessus. Vous avez d'autres questions? Les collections, ça va être un nouveau repo du coup? Les collections vont être un dépôt Git sur lequel ça va être un endroit dans lequel tu vas mettre à disposition une arborescence de fichiers, donc une série de dossiers qui vont contenir des YAML et des scripts Python, et que tu vas pouvoir récupérer à distance. Probablement, tu pourras les récupérer nativement depuis Ansible Galaxy. Si tu veux les héberger depuis chez toi, tu devras ajouter une ligne du style « J'accepte les collections qui viennent de cette destination-là ». Et après, tu pourras les récupérer. De toute façon, un peu comme les modèles de développement de Go, pour ceux qui connaissent Go, dans lequel vous pouvez partager n'importe quelle librairie très facilement en la poussant sur GitHub. Ce qui n'est pas le cas, hélas, dans l'écosystème Python. Dans l'écosystème Python, vous avez un repo central qui est le PyPy, et si vous ne poussez pas dessus, votre bibliothèque n'est pas nativement disponible depuis Py. Dans le cas de Go et dans le cas de Ansible, je pense que ça le sera nativement. Vous aurez juste à se préciser github.com/quelque chose et vous allez pouvoir récupérer nativement. D'autres questions? Une dernière question. Niveau opération, exploitation, genre tu lances l'exécution depuis ton propre qui fait du provisioning ou c'est là qu'intervient Tower et il le fait pourquoi? Les deux modèles sont supportés. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières de procéder. La première, c'est j'ai mon laptop, j'ai une série de playbooks, je m'en occupe depuis mon laptop. Complètement possible. Tu peux administrer des milliers de serveurs depuis ton laptop. Si tu les mets suffisamment en parallèle, si tu configures ça bien, tu peux gérer tout ça depuis ton laptop. Option numéro 1. Option numéro 2, tu peux avoir ça qui est géré depuis une CI. C'est-à-dire que l'intégralité de ton code Ansible va exister dans un repo, et quand tu vas faire un merge d'une PR sur master, tu vas avoir un module de CI qui se déclenche, et c'est une machine, un serveur qui va déclencher l'exécution de ton playbook pour effectuer un certain effet. Par exemple, avec un Jenkins, un GitLab CI ou autre. Option numéro 2. Option numéro 3, le problème de l'option numéro 2, c'est que, imaginons que tu as deux merges concurrents. Imaginons que je merge un premier truc, puis j'en merge un second, et que le premier job de CI n'a pas fini de s'être exécuté, bah, tu as un logiciel qui est en train de s'exécuter, un autre processus qui est en train de s'exécuter, qui va potentiellement modifier ton système. Donc, ça peut être problématique. Un moyen d'éviter cet écueil, c'est d'avoir AWX ou un autre logiciel de lock qui te permet en fait de rationaliser en fait quand est-ce qu'un playbook va s'exécuter et dans quelles conditions il va notamment pas s'exécuter. Par exemple, quand un autre playbook est en train de s'exécuter, afin d'avoir un certain lock, on va dire, de tes ressources pour éviter d'avoir deux process qui le modifient de manière concurrente. J'espère que vous n'avez pas trop assommé. Ça vous a plu. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Moi, du coup, je vais vous parler de SolStack qui fait plus ou moins la même chose qu'Ansible à des modulos près selon vos besoins. Un petit mot de là où je viens. Avec Luc qui est présent dans la salle, on a créé Alkivi il y a 6 ans. Alkivi effectue les tâches informatiques des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on vend de la connexion Internet, des téléphones, du Wi-Fi, du backup, de l'infogérance de parc. Et le tout sous une forme de facture unique chaque mois pour que ce soit plus simple pour le comptable. Chez nous, on utilise SolStack pour gérer du coup, nos postes de travail, Windows, Mac, Linux. On utilise SolStack pour gérer nos serveurs, nos firewalls qui sont majoritairement sur pfSense. Et depuis peu, on commence à gérer aussi nos switches qui sont de marques diverses et variées, et même nos téléphones de voix solide. Aujourd'hui, je vais vous parler de SolStack. Donc, on va essayer de parler. Il y aura un peu de technique. J'ai prévu une démo et j'aimerais vous accompagner le long de cette démo pour que vous partiez chez vous avec l'envie de tester SolStack. Je commence habituellement les présentations par un slide de résumé. Et si j'ai un slide de résumé, c'est que SolStack, vous devriez essayer les vendredis après-midi si vous avez du temps. Donnez-vous la peine de commencer par faire quelque chose. On peut faire énormément de choses avec SolStack. Je pense que j'en connais 10%. Mais on peut aller très très loin et c'est très très intéressant. La manière dont c'est implémenté, c'est agréable, c'est beau, c'est simple et du coup c'est facilement étendable pour répondre à votre besoin en fonction de ce que vous voulez. Donc essayez-le, ça vaut le coup d'un projet de vendredi après-midi pour au moins maintenant. Le but pour nous, aujourd'hui, on va essayer de faire ce genre de truc. Alors si ça marche, impossible de tenter la vidéo, forcément je n'ai pas d'outils. C'est les petites boîtes, on appuie dessus, il y a un petit bouton qui sort, qui s'ouvre et qui appuie sur le bouton pour fermer la boîte. On va faire la même chose avec cette lampe, cette télécommande. Donc l'idée ce sera qu'on éteigne la lampe et SolStack va la réallumer tout seul en passant par toute une série d'événements qui seront passés de la machine au master, au million pour la réallumer. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer le code qui est assez simple finalement pour faire ça. Tout comme Ansible a son vocabulaire dédié, Salt a son vocabulaire dédié, qui est peut-être la plus grande barrière pour rentrer dans l'utilisation de SolStack. Donc, on va commencer par l'architecture. Donc, il y a un master. Le paquet s'appelle Salt Master. Il roule où vous voulez. Il y a quelque part à ouvrir sur votre système pour que ça marche. De l'autre côté, on a des millions, et le tout parle avec un bus 0MQ. L'avantage, ce qui est mis en avant par SolStack, c'est qu'il y a des parcs existants aujourd'hui où il y a plusieurs centaines de milliers de machines qui marchent avec Salt. Si vous avez un master qui tient la route, derrière, vous allez pouvoir pusher sur des centaines de milliers de serveurs, ça marchera. Le vocabulaire. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça et à chaque fois, je vais essayer de faire des exemples et j'espère que ça va vous parler. Donc, je vais être debout, je vais être assis, on va faire les deux en même temps, on va voir si c'est bon. On va commencer par les grains. Les grains, dans SolStack, c'est les variables statiques liées au système. Ça va être du code Python qui va être exécuté sur le million pour pouvoir voir ce qui se passe dessus. Petite parenthèse, comment ça s'utilise. En mode Salt, il y a deux modes, il y a le push et le pull. Le mode push, c'est depuis le master, on lance Salt, on lui dit je veux cibler ces millions-là et je veux faire telle action-là. Donc depuis le master, cette commande-là est équivalente à sur 1 million, cette commande, depuis le million, je lance Salt Call, et la partie de derrière c'est la fin, c'est le module grain, et je vais appeler la fonction item de grain, et ça va se lancer. Donc je vais vous montrer les deux sur le petit système où j'ai un master et 1 million. Hop. Donc Salt, étoile, c'est tout le monde. Item, j'ai qu'un million qui va répondre, tout va bien. Donc dedans, on voit plein de choses, on voit la version de Salt, on voit que c'est un Debian 10, l'architecture, le nombre de CPU, la RAM, ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez classique. Donc là, on l'a lancé de manière, c'est le master qui a interrogé tous ces millions, il y en avait qu'un. De la même manière, vu que j'ai le million sur la même machine, je peux faire un Salt call. Et je vais avoir le même résultat. Jusque-là, des choses, on va dire basiques, pas très intéressantes. Donc ça, c'est les grands. Donc c'est les variables qui sont exécutées côté la machine finale.
Les pilars, c'est là où on va stocker nos variables un peu plus dynamiques et ça sera stocké sur le serveur. Ça va être comme en Ansible YAML, qu'on pourra templétiser ou pas avec du Jinja. Donc dans notre cas, on veut piloter un bridge Philips Hue. Donc j'ai créé un pilar classique, ubridge, puis donne son IP sous forme de dictionnaire et une clé avec un username que j'ai créé à l'avance pour qu'on puisse parler avec le bridge sans avoir trop de problèmes. À chaque fois qu'on va faire des modifications de ce pilar-là, on appelle une fonction pour rafraîchir le pilar et ensuite voir ce qui se passe dessus. Je vous ai montré le paradigme push-pull. Par simplicité, je vais faire que des soul calls, vu qu'on a quand même. C'est ça qui nous intéresse. Donc voilà. Alors, sur notre machine, les pilars actuels, pilar.items. Donc, j'ai un config, ce qui correspond à tout à l'heure, et le toto hello world, c'est quand j'ai répété ce que j'ai essayé de faire. Donc, un fichier pilar, la base, c'est ça. Donc là, c'est mon mignon, qui s'appelle démo, et dedans, j'inclus un fichier qui s'appelle démo. Donc, ça veut dire que dans ma base, qui est serveur des pilars, je vais avoir un fichier démo.cls. Toto, si je veux rajouter Titi, je rajoute Titi, je refresh. Je remonte les items. J'ai mes pilars. Ils sont là. Ça, ce sont mes variables qui vont me servir dans la suite pour exécuter des actions. Donc ça, c'est pour la partie pilar, les variables. Ensuite, on va passer aux modules. Les modules, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter des actions sur votre système. On va prendre des modules assez simples, pkg user. Pkg va vous permettre d'installer, de lister, d'enlever un paquet. User, d'installer un user, l'enlever. Tout est dans la doc. La doc est built-in, mais pour être honnête, on s'en sert jamais parce qu'on a toujours un onglet Google avec au côté une vraie doc qui est mieux visible. Mais tout est bien fait et la doc est vraiment évolutive. Il y a quelques années, c'était pas ça, mais là, ils ont fait aussi des gros efforts comme Ansible pour faire la communauté. Et du coup, tout est expliqué dans la doc. Extrait de la doc, un module très simple. C'est Tensol, c'est du vrai code. Le module test.py, donc il y a le test.echo, il dit OK, ça prend un argument qui est texte, et ça return la string qui correspond. Un exemple pour l'appeler. On est avec les méchants, on va le faire. Hein. Sol call, test.echo, photo. Il nous renvoie la même chaîne de caractères. C'est cool, ça marche, c'est censé ce que ça va faire. Mais derrière, ça va donner une petite idée de comment marche le code. Le module qui est derrière ça, le module test.py, c'est aussi simple que ça. Il y a une fonction, defecho, la fameuse documentation qui est dans le code, pour la retrouver sur le site web, qu'est-ce qu'il fait? Il return texte. C'est tout. J'ai rien écrit de plus, et quand je le lance, il m'envoie mon texte. Un module simple. Donc maintenant, on va essayer de faire notre module à nous pour parler avec un Philips Hue. Donc j'ai un peu triché, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Fue, qui est disponible, que j'ai déjà installée à l'avance sur ma machine, mais qui va faire notre boulot à notre place. Je vous le montre à l'écran et ensuite je vous le montre en vrai. Salt a une notion pour ses modules de virtual, qui est cette fonction-là, qui renvoie un nom de module ou false si le module est chargeable sur le système dans lequel on se trouve. Il va être chargeable pour nous s'il a ce flag, et ce flag, ça va être qui vient de notre import. Donc on essaye dans un travail Excel d'importer le module qui va bien. Si l'import c'est un true, sinon il est un false. Ça c'est la base. Ensuite, une petite fonction pour récupérer mon username qui me permet à partir d'une IP, je vais aller interroger mes pilars. Donc la partie importante, c'est celle que j'ai mis en rouge. Dans tous les modules, vous allez avoir accès au Thunder qui va vous permettre d'appeler l'intégralité des fonctions Salt au travers d'un autre module. Ça, c'est super méga puissant parce que les modules Salt, il y en a autant qu'on cible, il y en a vraiment pour faire tout et n'importe quoi qui sont déjà dans le corps. Et si vous voulez l'étendre, vous avez accès à tous les autres depuis votre module Python. En étant module Python, c'est assez simple. Donc là, moi, dans mon module, c'est assez simple. Je vérifie que l'IP que je demande, elle est dans ma config, sinon je dis, bah, voilà, et je vérifie que j'ai bien un username, que mon pilar a bien fait, sinon je recoule. Et ensuite, le reste du module, il est assez simple. J'ai fait deux fonctions, getLikeStatus, qui me prend
mon adresse IP de mon bridge et un ID blanc. Je vais récupérer mon username, je crée mon objet bridge via ma librairie qui est tout simple, et ensuite la librairie getLight, la type on, ça me donne le statut en booléen de ma lampe elle est on ou off, et puis j'ai une fonction switchLight on et une fonction switchLight off, c'est assez simple. Donc on va regarder comment ça marche. Donc mon module qui s'appelle U, alors je peux vous le montrer en vrai, hein. Observez, solve, module. Il est là. Donc là, on a notre partie, on teste si on a notre import, la partie virtuelle, notre fonction getUsername. L'important, c'est de tester en vrai. Self-call point, je me souviens plus du nom de fonction que j'ai mis. getLiveStatus, je crois que c'était. Hop. Self-call, getLiveStatus. Mon bridge, c'est 192 IP, 42%, et ma lampe s'appelle test. Ma lampe n'est pas allumée. Non, j'allume. On voit. Oh, c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Hop. Ensuite, l'autre fonction, c'était switchLight on. Donc, c'est une fonction. On a déjà on, on va rien faire, hein, bête. SwitchLight off. Il devrait être éteint. Jusqu'ici, tout va bien. On est bon. Voilà pour la partie module. On a écrit notre premier module Salt avec 4 lignes et une librairie qui existe déjà. L'étape d'après, ça va être les states. Les states, c'est la même idée d'indépendance. On a, peu importe l'état du système dans lequel on se trouve, on lance un state, ce qu'on a demandé, ça sera présent. Donc, j'ai une petite démo pour ça. À la base de pkg.install, quand on demande pkg.install, il va vérifier que le paquet est installé. S'il n'est pas installé, il va l'installer. Sinon, il va dire c'est bon, il est installé. Pareil pour le user qu'on présente. Donc ça, on prévoit une petite démo. À quoi ressemble un state? Donc, c'est mon démo.sls. Je lui demande quoi? pkg install le nom, nano, démo, user.présente, name démo, full name démo, mon shell, bin bash. Enfin, il y a tout plein d'options qu'on pourra trouver dans la doc. Et donc, quand on va jouer ce state-là, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, je vérifie que ID nano, il n'y en a pas. Where is nano, il n'y en a pas. Et c'est ID démo. Donc, mon démo est pas sur le système, ID démo, il n'existe pas. Je joue mon démo. Alors, j'ai pas de web, donc je sais pas ce que ça va donner avec mon PKG. Alors, il y en a un qui va marcher, parce que du coup, il va dire j'arrive pas à aller sur mon repo. Normal, je pas internet. Hop. Là, j'ai la connexion internet. En démo, on est joueur. Ça marche. Marcel. Oui, non, oui, non. C'est bon. Si on fait un where is nano, il est bon. Si on fait un ID démo, il est bon. À l'inverse, je peux faire un démo 2. Nano, je veux qu'il soit purgé. Démo, je veux qu'il soit absent. Si je lance mon state. C'est là, on lance celui qui installe Nano et qui. Ah ben, allons-y, je relance. Donc là, déjà, on a vu que changer égale 1, ça veut dire que l'autre était déjà bon. Donc celui-ci qui est égal 2, les autres ne doivent pas bouger. Le comment, user demo, il se présente de up to date. Et pour le nano, je suis déjà installé, et pas de souci. Donc mon démo 2, moi c'est l'inverse, du coup je fais l'état inverse. C'est le 2. Je le purge, et j'enlève mon user démo. Donc pour le jouer, on le lance, démo 2.
explicite 2, changer 2, ID nano, ID démo, n'est plus là, where is, nano, n'est plus là. Jusqu'ici, tout va bien. Les states, c'est des fichiers Python, étant de base, il y en a énormément qui gèrent, par exemple pour le PKG, les users, il y a des tables de données MySQL, des users, des grands, la même chose en Postgre. Enfin, la liste est vraiment grande et on en utilise une petite partie. Dans notre cas présent, on va essayer d'en écrire un pour qu'on puisse faire un u.lightson et que du coup, peu importe l'état de notre lampe, et ben, il l'allume. On va regarder comment on écrit ça. Les states, ils sont en YAML, donc là on n'a vu que du YAML, mais on peut les templétiser. On peut les templétiser à partir du résultat de module. Donc on peut imaginer des cas qui seraient un peu nuls mais qui marcheraient, c'est qu'on appelle le module file qui va nous lister tout ce qu'il y a dans TMP et il va changer les droits de tous ces fichiers-là en faisant un chmod en state. Ça c'est assez puissant, mais du coup il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais c'est encore une puissance de Salt, c'est qu'on a accès au module à partir des states et on peut faire des choses. Pour notre Philips U, alors je ne sais pas comment j'ai préparé ça, je vais vous le montrer en live, ce sera plus simple. On va parcourir le code ensemble. Donc mon state final, notre fichier YAML qu'on veut, c'est ce genre de choses. La première ligne dans un state, c'est toujours un identifiant unique. Et donc ça c'est assez important, quand on fait des boucles, il faut vraiment indexer la boucle d'une certaine manière pour qu'on ait un identifiant unique. U.Lighton, ça va être mon nom de state, et ça ensuite ça va être ses paramètres. Name doit toujours être là, ça doit toujours être le premier. Donc moi j'ai envie que ma lampe, qui est la 4, c'est celle-ci, Lighton, quand je lance, ça marche toujours. Mais le problème c'est que le state U.Lighton, il n'est pas built-in. Donc moi j'ai dû créer mon state U. Mon state U, voici le Lighton. Donc par défaut, on nous préconise de balancer un retour avec le nom, le résultat qui commence à false, les changements qui ont été faits et un commentaire. Les 4 premières lignes, ça vient de la librairie. La librairie, elle est capable d'interroger les lampes en fonction d'un ID ou de son nom de lampe. Donc du coup, moi j'ai fait un truc un peu bête. Si j'arrive à caster en int, c'est une lampe, et du coup je récupère l'ensemble de mes lampes en ID avec une fonction de mon module. Là j'appelle mon module qu'on a vu tout à l'heure. Si en int, c'est que c'est une chaîne de caractères, alors du coup j'appelle u.getLight. Et donc là je récupère un objet qui s'appelle light qui contient mes lampes. Ensuite, dans mon fonction, mon name, c'est-à-dire mon light ID. Premier test que je fais, si dans mon state je demande d'allumer une lampe qui n'existe pas, bah, je vais te dire non, 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 ça ne marche pas, cette lampe n'est pas sur mon bridge. Et on return ret avec un résultat false. Ensuite, je récupère le statut, toujours avec mon module. Salt, u, getLightStatus, avec ma lampe. Si ma lampe est déjà allumée alors que je l'avais allumée, et ben je dis que mon résultat est bon, et je dis ma lampe elle est déjà allumée. Normal. On peut jouer des states avec Salt, avec un test égal true qui va simuler ce qu'on devrait faire. Du coup, tous les states de Salt, ils ont cette option-là en disant ok, tu le lances, mets un mode test pour voir ce qui se passe. Du coup, si je suis en mode test, et ben je dis que j'ai rien fait, mais que j'aurais allumé la lampe si c'était nécessaire. Et enfin, si je suis en mode test, et ben je lance la commande qu'on a vue tout à l'heure, u.switchLightOn, et je la lance. Et je return. Allons-y, on va lancer nos states. Donc j'en ai fait 3. J'ai fait un light fake, qui est une lampe qui n'existe pas. Light test démo n'existe pas. Jusqu'ici tout va bien. Elle est éteinte, donc on va lancer le light on. Hop. Trop tard. Je la recoupe. Donc là il me dit qu'elle a bien été allumée. Je voulais vous montrer aussi le test égale faux. Ça a marché. Il marque que j'en ai pas changé un parce que j'ai un résultat non, mais j'ai bien ma lampe qui aurait été allumée. Si je le veux normalement, je vais allumer la lampe. On est bon. Étape d'après. On a nos états. On a un état lights on, light off, ça marche, c'est cool.
Maintenant, on va voir les beacons. Les beacons, ça va être un programme Python qui va tourner sur le système pour monitorer des choses et qui va envoyer des événements à notre Saltmaster. C'est la partie la plus dingue de SoulStack, donc la partie la plus dure à bien maîtriser parce que c'est un peu complexe et comme tous les projets un peu complexes, il y a plein de manières de faire les choses, mais le faire de manière élégante et maintenable dans la durée, c'est peut-être la partie la plus délicate. Et nous, on a fait quelque chose de simple. Donc, je vais vous montrer le beacon que j'ai créé pour ce cas-là. Donc, un beacon, il est déclaré à deux endroits. Il est déclaré dans la conf du mignon. Donc, c'est un mignon.ly. Donc, moi, j'ai déclaré un beacon qui s'appelle U. Donc, il va aller tester quelque part un u.pi dans ces beacons. C'est toujours un tableau, donc c'est pour ça qu'on a nos tirets. Intervalle doit être présent pour les beacons. Donc, je dis toutes les 2 secondes, il va faire un check. Et j'ai nommé une clé bridges. Là, j'en ai qu'un dedans, mais je peux en avoir plusieurs, avec la même valeur qu'on a tout à l'heure. Le code qui est exécuté, il est là. Donc, j'ai le même truc au début, parce que les beacons sont aussi virtuels, ils ont une fonction virtual à chaque fois. On retrouve une sorte de manière de coder dans Sol qui est présente le long des beacons, des states ou des modules qui est la même chose. Validate, on ne va pas rentrer dedans, mais en gros, il va regarder votre configuration YAML qui est dans le fichier de conf. Si c'est bon, il va charger le module, sinon il va vous dire ça ne va pas. Et enfin, on a un beacon qui est là, qui va faire un retour. Et mon retour, moi, c'est en gros, ici, à un moment donné, j'ai mes lampes. Si mes lampes, elles ne sont pas allumées, j'ajoute l'information dans mon retour. Si toutes mes lampes sont allumées, bah, ce truc-là, ça ne sera pas vrai, donc je n'ajoute rien. Mais si j'ai une lampe qui est éteinte, je vais avoir quelque part un objet qui sera plus grand, et donc mon ret ne sera pas non vide, il va s'envoyer. Ça va être l'occasion de voir. Normalement, ça va marcher. Ça, c'est mon beacon. Il envoie un événement à la fin, donc toutes les 2 secondes, qui est indexé, ça c'est son nom. ID, c'est qui est-ce qui envoie le beacon. Donc mon mignon s'appelle démo, donc il envoie ça. IP, c'est ce que je lui ai donné comme valeur. Et light, c'est mon tableau de lampes qui sont éteintes. Donc là, j'ai bien un événement qui arrive toutes les 2 secondes à mon master en disant ok, la lampe 4, là, elle est éteinte. Maintenant, on va voir les réacteurs. Les réacteurs, c'est comment je réagis à un événement. Donc là, avant on était dans le mignon envoie des beacons, alors on envoie des événements. On va se passer du côté du master. Je reçois un événement, qu'est-ce que je dois faire? 2 fichiers de conf, un fichier dans la conf du master en disant ok, je vais recevoir tel événement, je vais faire telle action, et ensuite l'action en question. Donc la réaction, ça se passe dans master.d, j'ai un truc réacteur, donc sous la clé réacteur. Tous les événements qui matchent ce truc-là, ça le décode étoile, étoile étant une regex en disant peu importe ce qui c'est, je vais jouer srv reactor u.sls, qui est un fichier en Jinja. Alors, il y a même srv reactor, il n'y en a qu'un. Donc pour l'instant, il ne fait rien parce que j'ai tout commenté à l'avance. Mais par exemple, on va prendre celui-ci. Je récupère, mon data, c'est le fichier de données que j'ai envoyé, donc light, qui est un tableau. Donc pour chacune des lampes qui pourraient être éteintes, je crée un événement de haut niveau qui est indenté par son nom blanc, parce qu'à chaque fois ça va être unique. Et donc c'est là où on va lancer notre action. Donc le local, ça veut dire je suis sur mon Saltmaster, je vais faire une action. Je vais faire un u.switchLighton. Vers qui je vais le faire? Je vais le faire vers mon data ID, qui est le mignon qui a envoyé l'événement. Et mes arguments que je vais envoyer à u.switchLighton, je vais envoyer bridgeIP et lightID qui sont dans mon événement que j'ai reçu. Donc mon événement c'est ça, l'ID c'est des mots, IP c'est ce truc-là, et light c'est mon numéro de lampe que j'itère. Et donc à partir du moment où je vais sauvegarder ce truc-là, et que ma lampe est éteinte, normalement elle va se rallumer.
instantanément. Puis, l'événement est envoyé, il rallume. Toutes les 2 secondes, ça va assez vite. C'est un, il rallume. C'est aussi simple que ça. Moi, je me suis un peu amusé parce que je trouve ça rigolo. J'ai fait la même chose avec une couleur aléatoire. Et donc, si on l'éteint, normalement, il devrait changer de couleur. Modulo le random. Qui est, random. Ça marche, et c'est plutôt cool pour une démo. Résumé. On avait 3 systèmes. Notre U-Bridge, notre million de master. On a vu comment faire un beacon pour aller interroger comment l'état de la lampe. Si la lampe était éteinte, on a envoyé un événement qui était attrapé par SaltMaster, qui lui était configuré pour réagir en disant toi tu vas exécuter une action, et derrière il exécute un module ou un state pour réagir à une action. Bon, ça c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Imaginez vous avez une farm de serveur avec un HAProxy, vous mettez des beacons sur votre HAProxy qui vérifie l'état de vos nodes. Si pour une raison quelconque, une node est KO, vous pouvez envoyer un event au SaltMaster qui lui-même peut dire ok, je bootstrap une nouvelle machine sur le cloud provider de ton choix. Une fois que c'est fini, cette machine-là, elle envoie un événement, c'est bon, je suis configuré, je suis up, qui est recatché par le SaltMaster, qui va dire au ShareProxy, tiens, il y a une nouvelle node pour toi, reconfigure-toi et elle rajoute à la volée. On peut faire ce genre de choses. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est vraiment chouette. Je vous ai montré que le haut de l'iceberg, nous-mêmes, on utilise Salt un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses en termes d'orchestration, comment on démarre des machines dans le cloud et plein de choses qui sont en évolution chaque jour. Nous, on utilise principalement des states et des modules pour faire des actions à distance. Les réactions par événement, un petit peu, mais pas trop, mais parce que ça implique de maîtriser un peu tout ce qu'on fait et pas avoir des effets boule de neige. Hein. Ça peut arriver de faire des effets boule de neige. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être investigué. C'est pour ça que je vous l'ai dit au début, si vous avez du temps pour un projet perso ou même pour le fun, commencez à regarder Salt, comment ça marche. Ça vous aidera. Ça peut être un complément dans le cible pour certains usages. Ça dépend, vraiment. Donc voilà. Le code que j'ai mis, il est sur GitHub. Il devrait marcher presque du premier coup, si vous avez un bridge et voilà. Mais en tout cas, vous avez toutes les briques qui sont codées pour voir à quel endroit on met tel fichier pour voir comment ça marche. Et bah, si vous avez des questions, c'est cool. Pour mon master, du coup, c'est un cluster. C'est comment ça marche? Ça vient un spot? Ça vient un spot. Nous, on en a qu'un. Tu peux faire du multi-master. Les configs, elles sont prévues pour. Tu dis à ton million, j'ai 2 masters, lui c'est le master ou autre, et il va sur la redondance. Mais oui, ça peut devenir un spot. Ça dépend dans quel usage tu es. En pratique, vous avez les numéros qui tournent en continu tout le temps. C'est un process Python qui tourne sur la machine. Distant. C'est quelle version? Il y a les deux. J'ai eu des futurs. Il y a les deux. Nous, ça fait quelques années qu'on est dessus, donc on est en version Python 2. Là, on est en mode de test intensif avec Kitchen pour tester les futures versions de Salt et en Python 2 et en Python 3 pour voir que rien ne se casse le jour où on mettra à jour. Mais pour avoir discuté avec les gens de chez SaltStack, ils disent bah, c'est pas grave, tu peux mettre ton master à jour en Python 3, vu que ça passe par le bus de message, c'est censé rien faire. C'est censé rien faire, donc on n'a pas pris le risque. Mais aujourd'hui, genre sur Debian 10, il n'y a plus Python 2, et donc les versions que Salt propose pour Debian 10, c'est que le Python 3. À la fois master et mini. Sur tes millions, quand tu as installé le paquet, là, tu avais juste une nano, le package nano, le package nano, Ouais. ça. Si tu avais un Fedora, un Ubuntu, je sais pas quoi, tu aurais trouvé tout seul le bon. Alors on a vu que pkg.install, c'est un paquet virtuel qui est fonction de... Alors je peux vous montrer la box si elle est en live. Parce que nous on est pro Debian, donc je connais vraiment bien Debian, mais pour les autres... Parce que sur un Ansible, par exemple, c'est 2 modules différents, un truc APT et un truc. PKG, il dit que c'est un module virtuel dans lequel j'ai AIX PKG, APT PKG, MacBrew, IPUL, FreeBSD, et derrière,
C'est une sorte d'API, d'une certaine façon. Tout le monde s'engage à utiliser la fonction install, elle va faire la même chose, peu importe ton système, et ton système chargera sa librairie qui correspond à lui et qui fera le même boulot. Je crois bien qu'il y a un PKG sur le site web qui se démerde. Je pense que pour les fonctions aussi simples que installer des paquets ou gérer des users, les deux font la même chose. Notre problématique à nous, sur laquelle Ansible ne marchait pas, c'est qu'on infogère des postes clients qui sont potentiellement en déplacement, et Ansible, si je ne dis pas de bêtises, tu es obligé de savoir l'IP à l'avance pour pouvoir te connecter. Et nous, ils sont en genre hotspot à McDo ou n'importe où, et voilà. Donc du moment que le réseau est assez permissif pour permettre une connexion sortante, nous on peut parler avec. Et c'est pour ça principalement qu'on a choisi Salt. Par rapport à ça, tout à l'heure on parlait des recettes entre guillemets avec déjà des rôles tout prêts. Je sais que le côté Ansible c'est plutôt carré. Chez Sol, quand on avait testé il y a déjà un bout de temps, c'était pas forcément fonctionnel. Enfin, est-ce qu'il y a eu des efforts à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est encore un peu. Il y a un repo qui s'appelle SolStack Formula qui est censé fournir des briques élémentaires. Installer Nginx, installer Apache, MySQL, ce qu'on peut, qui sont à notre niveau, on voit ça comme des briques un peu unitaires. Chaque recette est faite de manière à. Tous les OS sont censés marcher dessus, dans le sens si c'est décodé pour, c'est une seule recette pour que ça marche partout. Je sais qu'ils poussent de plus en plus depuis peu sur utiliser plus ou moins la même chose que Galaxy avec des formulas qui seront déployés via Git. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix de contrôler ce qu'on fait, donc on fork à chaque fois les formulas, elles sont chez nous. Et on utilise les briques élémentaires de base sur lesquelles on va mettre notre ciment. Nous, par exemple, on va avoir notre rôle à nous qui va, on installe Nginx, mais on va rajouter ce fichier de conf-là, plus un autre, et on teste ça. Donc, c'est présent, il y a beaucoup de choses, mais il faut regarder ce qu'elles font et pas les prendre comme argent comptant. C'est toujours un travail. Et les gens qui font vraiment du travail de fond, je pense quelqu'un a fait un module pour s'intégrer avec Bolt de HashiCorp. Son module était bien et ça a été intégré dans le corps de Salt. Donc, du coup, il y a un module Salt Bolt qui est natif pour faire des choses dessus. Est-ce que c'est possible de faire du seul sans du coder en Python? Oui, si tu fais juste du YAML, tu installes et tu écris tes recettes juste en YAML, c'est parti. Si tu utilises que ce qu'il y a là-dedans. Alors, je peux vous montrer la liste des modules. Les exécutions de modules, c'est tout ça. Les modules qui existent déjà, les modules existent déjà, les states vont exister déjà, donc tu as juste à écrire ton state user.présent. Si on regarde les states, ils sont. Alors, les modules, il y en a vraiment beaucoup. Salt évolue assez vite, voire même très vite. La communauté est vraiment active. Je trouve qu'ils font du bon boulot pour maintenir la communauté, ça part pas trop en cacahuète pour l'instant. Tout n'est pas de la même qualité. Et genre la dernière release qu'ils ont fait, ils sont principalement accentués sur rattraper leur retard sur la gestion de device network. Donc Napalm et compagnie qui étaient intégrés, donc du coup ça a été mis en avant pour gérer les trucs réseau. Ça c'est tous les states qui sont déjà intégrés. CMD, Docker, Elastic, Firewall, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. MongoDB, Database, MySQL, Query, Grand, User. Et ça, du coup, on a juste écrit de YAML, on lance et ça marche. Il y a un repo de partage de modules, du coup. Oui, SolStack Formula qui est l'officiel. Il y en a un autre qui s'appelle Sol Formula qui n'est pas officiel. Il y a des choses dedans. Donc, comment dire, les formules, c'est globalement des states de base qui ont été écrits d'une certaine façon pour les emboîter. Donc après, j'ai envie de dire, Salt qui fournit déjà les briques de Lego élémentaires, à vous de les mettre de la manière dont vous voulez pour faire des choses plus ou moins complexes. Et du coup, la base de formulas qui sont déjà là, c'est intéressant pour s'en servir, pour développer ces choses de façon besoin spécifique. Typiquement, toutes les modifications qu'on a faites sur les formules officielles, nous elles sont toutes sur notre GitHub et c'est open.
Et ben, merci beaucoup.